L'âge du fer. C'est ainsi qu'il s'appelle cette période historique qui commençait à peu près 1300-1000 ans avant le Christ et qui est caractérisée par le fait que les hommes ont appris à user et à fondre le fer. Donc, dans les émissions que nous vous présentons et auxquelles nous avons donné ce titre, nous ne vous racontons pas l'histoire du fer, mais l'histoire de cette période historique qui a suivi à l'âge de la pierre et à l'âge du bronze et qu'elle a apporté beaucoup aux hommes, soit sur le plan des techniques, soit pour des découvertes qui ont été essentielles au développement de notre civilisation. Le premier fer qui a été connu par les hommes, c'est le fer qui venait du ciel. Le mot grec sideros, qui signifie justement fer, est certainement en relation avec sidus, qui signifie étoile. Qu'est-ce que c'était ce fer? Nous tous, nous avons vu pendant les nuits d'été, les nuits les plus sereines, les étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est du matériel cosmique, c'est les débris, les restes d'un planète qui a éclaté, qui s'est fait un morceau et qui gravitait entre Jupiter et Mars, qu'en s'approchant de la Terre, ils sont attirés et ils foncent à grande vitesse dans l'atmosphère. Donc, ils se chauffent et ils s'allument dans le ciel en laissant ces traces lumineuses que nous connaissons. Quand ces météorites sont formés de rochers, ils fondent, ils se dissouent très facilement. Quand ils sont formés de fer ou d'inicalium, ils ont beaucoup de chances d'arriver sur Terre. Et c'est justement ce fer que les hommes ont découvert et qu'ils le tenaient en très grande considération, puisqu'ils le considéraient comme des messages des dieux. C'est après, ensuite, quand on a découvert des mines de fer, des gisements de fer, que ce fer s'est démythisé et les hommes ont commencé à l'employer. Dans le bassin de la Méditerranée, l'âge du fer commence à peu près 900 ans avant Christ et commence en Étrurie. L'Étrurie, c'est cette partie de l'Italie qui aujourd'hui s'appelle Toscane, et les Étrusques, ils avaient trouvé dans l'île d'Elbe des grands gisements de fer. Ils considéraient ce matériel comme un matériel extrêmement vil, le fer il rouille, comme nous savons, et ils le fondaient. Ils le fondaient, mais pas pour l'user, mais pour l'échanger avec les Grecs, qui avaient moins de préjugés, et qui avaient déjà implanté leur colonie dans l'Italie du Sud. L'extraction du minerai de l'île d'Elbe s'effectue grâce à des instruments simples, en majorité de bois. Le commerce de ce fer est devenu plus florissant désormais, surtout avec les Grecs installés dans le sud. Le minerai ferreux est transporté par bateau sur la côte italienne, distante seulement de 100 stades, où le maquis méditerranéen assure aux Étrusques une vaste réserve de combustible. La fonte est alors obtenue selon certains procédés, par feu de bois ou de fusain, par charbon de bois. Sur la côte continentale, on construit des barques. On développe les échanges avec les étrangers, gaulois, ligures, latins, qui voyagent pour faire du commerce, pour chasser et pêcher, ou tout simplement par esprit d'aventure. La ville de Populonia domine la mer. Elle est construite comme toutes les cités étrusques, sur un escarpement de tuf qui constitue sa défense. Au sommet des rochers s'étend un espace urbain suffisamment vaste, comprenant des groupes d'habitations, qui sont encore des cabanes plus ou moins grandes, ainsi que des packages et des terrains agricoles susceptibles de garantir à la ville de quoi résister en cas de siège.
Tout autour s'étend un paysage encore vierge, recouvert par l'immense maquis méditerranéen, foisonnement serré d'arbres toujours verts. Lauriers, myrtes, houx, genêts, vignes, oliviers, chênes-lièges, où vivent les sangliers et les chats sauvages, les chevreuils, les cerfs, les mouflons, les renards et les loups. Là, les Étrusques pratiquent la chasse, qui représente encore une activité importante. Ils chassent au son d'une flûte. Oui, parce qu'ils sont convaincus que sa mélodie a le pouvoir d'attirer les animaux.
Voilà encore le grec. C'est toujours celui qui vient depuis 3 ans nous acheter du fer? Oui, c'est toujours le même. Chaque année, lorsqu'on peut couper le bois et allumer les feux pour la fonte, on le voit arriver avec des vases et des étoffes à échanger contre le fer. Allez, viens, viens. Arrêtez! Salut à toi, ami. Salut! Eh bien, c'est une belle bête. Toi et tes compagnons, vous avez fait bonne chasse. Ah, très bonne, tu peux le dire. Regardez si c'est beau ce qu'il apporte. Ah oui, quelle belle étoffe! Maintenant, rentrons. Salut à vous. Salut, salut, salut! Chez les Étrusques, les femmes assistent au banquet des hommes, et même elles mangent avec eux. Oui, c'est vrai. Chez eux, les femmes sont les égales des hommes. C'est du moins ce qu'elles leur font croire. Drôle de coutume, les femmes sont faites pour vivre enfermées dans le gynécée, voilà tout. Il n'y a pas de gynécée chez les Étrusques, tout se fait en commun, même les enfants. Ils les élèvent sans se préoccuper de savoir au juste qui est le père. Ça doit compliquer les affaires de famille, non? Oui, mais ça les simplifie d'un autre côté. Ça, sûrement. Ça. Oui, mais pas. Les enfants sont très beaux. Là, Armiès? Oui, entre. Demain, à la première heure, Bernard va appeler ses hommes et leur faire assembler le bois pour les fours. Oui, mais la fusion, quand commencera-t-elle? La fusion aura lieu le lendemain, mais il faut d'abord nous mettre d'accord tous les deux. Il me semble que nous étions d'accord. Non, non. Je veux que tu ajoutes encore ces 2 vases qui me plaisent beaucoup. Eh bien, c'est entendu. Tu les auras, tes 2 vases. À condition qu'en plus de la quantité de fer convenue, tu me donnes 2 échevaux de cordage. J'accepte. Voici les fours dans lesquels les Étrusques fondent le fer. Comme on le voit, ils ressemblent aux charbonnières. Un four est formé de couches superposées et alternées de minerais de fer et de bois, le tout étant ensuite recouvert d'argile ou d'une pâte de terre mouillée. C'est sur le fond du four qu'est coulée cette espèce d'éponge ferreuse. Fais-moi voir ça.
me semble de bonne qualité. Quand pourras-tu me le donner à emporter? Il y a des fêtes pour l'enterrement de Ramancia. Le travail va donc être arrêté pendant 3 jours. Pas davantage. Mais alors le fer, quand me le donneras-tu? Nous reprendrons le travail et tu pourras enlever le fer aussitôt la fin de la fusion. Très bien. Celui-ci va commencer à brûler cette nuit. Et surtout, ne perds pas de temps. Surveille tes hommes, hein? Tu peux compter sur moi. Voici la morte Ramanzia, le visage recouvert de fard.
maintenant commence le spectacle sanguinaire. Les jeux des gladiateurs qui seront célébrés à Rome naissent de ces féroces divertissements étrusques. Allez, vite. Tous les lingots sont chargés? Oui. Bon, alors nous partons. Mon cheval. En avant. Allons. L'agriculture est une activité répandue, mais la charrue qui sert à préparer le sol pour les semailles est aussi un instrument rituel, dont le socle n'est pas de fer, mais de bronze. C'est avec une charrue semblable que Romulus a tracé le sillon délimitant sur le Palatin l'espace où devait s'élever la ville de Rome. Après quelques siècles, contre tous les préjugés, l'usage du fer se généralise. Et quand les Romains ils occupent les villes étrusques, ils prétendent le fer de l'Elbe et de Populonia. Scipion, avec des armes forgées de ce métal, détruit Carthage.
20 siècles doivent passer avant qu'une nouvelle découverte destinée à amener des profondes répercussions dans le développement de toutes les techniques se vérifie. L'invention de la poudre à canon. Comme on sait, la poudre, elle est formée de salpêtre, soufre et charbon. Et comme il nous en témoignage Marco Polo, elle était déjà connue en Chine. En 1300, les alchimistes, recourant à des expériences et à la magie, essaient de soumettre la matière à la volonté de l'homme. Certaines plantes, certaines racines, un lapin empaillé, des fours et des alambics sont les éléments indispensables aux recherches qu'ils tentent dans leurs officines. Depuis le voyage de Marco Polo en Asie et en Chine, les échanges avec l'Orient sont fréquents. Et les Chinois sont bien accueillis par les alchimistes, en particulier pour leurs connaissances en matière de poudre noire ou poudre à canon. Comment Que dit-il? D'après ce que je comprends, il nous explique quelles sont les proportions du mélange explosif que préparent les Chinois. Ah, c'est donc ça. Petit, pas fort. Nous, utiliser proportions différentes. 3 parts de salpêtre, une de charbon et une fleur de soufre. Regardez. Mélange des 3, plus puissant. Grande, grosse. Comment? Hein? Que veut-il dire? Que dit-il? Il parle de Marco Polo. De quoi s'agit-il? Marco Polo, il raconte que... Non, cela ne vaut rien, c'est bien trop faible. Je vais vous faire voir, moi, ce que c'est qu'une explosion énorme. Compagnons, venez prendre cette poudre. Ce mortier est rempli d'une poudre bien plus forte que ça, vous allez voir. Allons l'expérimenter dehors. Et vous verrez la différence. À mon tour maintenant. Apportez-moi la mienne, compagnon. Ordon, je vais la charger avec le mélange de ma composition et vous verrez. Ce
caillou va être projeté à une distance de 200 pas. Arrière, arrière tous. Et vous aussi. Voilà le canon. L'arme à feu est née. Hé, viens voir, viens. Quelle belle chose vous nous forgez, qu'est-ce donc? Tu veux savoir ce que c'est? C'est une arme toute nouvelle et secrète. Elle est faite pour lancer des pierres sur l'ennemi. On en invente des choses de nos jours. J'en avais ouï parler, mais personne ne put m'expliquer comment elle fonctionnait. Moi aussi, j'en connais l'existence. Alors, puisque ce n'est plus tellement un secret, apaisez notre curiosité. Et dites-nous comment cela fonctionne. Je vais vous l'expliquer. On charge l'arme en y mettant de la poudre qu'on introduit par la bouche. Puis on boute le feu à la poudre en question, à travers ce trou-là, après avoir mis dans le tube une pierre qui se trouve lancée par l'explosion et projetée à près de 200 pas de distance. À 200 pas de Facile à distance. dire. Cela me semble trop beau Je n'y pour crois être point. vrai. Moi, je le croirai quand je l'aurai vu. Abaissez le pont-levis! Abaissez le pont-levis! Ce que vous voyez là s'appelle une bombarde à main. Au moyen de cette arme nouvelle, que l'on nomme aussi arme à feu, on peut lancer un caillou jusqu'à 200 pas de distance. Et surtout, en raison du terrible fracas qu'elle produit, cette arme engendrera la terreur chez l'ennemi, lequel fuira épouvanté. Prenez garde. Feu! Maintenant, à vous. Mettez la poudre. À présent, l'étoupe. Puis vous tassez. Ensuite, le caillou. Puis le foin. Bien tassé aussi. Et enfin, boutez le feu. Dirigez l'arme vers l'ennemi et tirez. Feu! Le salpêtre indispensable à la fabrication de la poudre est cette espèce de moisissure blanchâtre et un peu cristalline que l'on voit fleurir sur les murs humides des écuries et des caves. Notre prince bien-aimé ordonne et commande que chacun de ses sujets, quelle que soit sa condition et son état, exempt ou non, jouissant ou non d'aucun privilège, se soumettent fidèlement aux ordres des salpêtriers, lesquels ont reçu toute liberté d'excaver du sol ou recueillir sur les murs le salpêtre, afin de récolter le dit en quantité nécessaires et indispensables aux approvisionnements militaires. Il est de ce fait expressément défendu à toute personne de balayer les murs ou creuser la terre. Une telle faculté étant désormais réservée aux seuls salpêtriers, tout contrevenant sera aussitôt puni de prison, d'exil ou d'envoi aux galères. Même punition subira celui qui tentera d'empêcher par quelque moyen le travail des dits salpêtriers. Suivez-moi. Allons, avancez. Visitez caves et chais, étables et écuries.
Que voulez-vous de moi? Allez, va donc voir dehors, toi, et ne sois pas trop curieux. Recueillez tout le salpêtre, et avec le plus grand soin. Oh, voilà des manières. Va-t'en, toi aussi, allez, dehors. Vous accepterez bien une goutte de vin. Ah, c'était pas de refus. Il est bon, hein? Ouais, ouais. On a terminé. On s'en va. Allons-nous-en. Viens, toi. Il repart, Dieu soit loué. Hâtez-vous un peu, vous autres. On s'en va. Allons.